On est dans le Uber, on arrive à Colombo. Et quelle est la première chose qu'on va faire à Colombo? Le truc le plus touristique. Et vous mangez une volcano pizza. Là vous dites putain mais c'est quoi une volcano pizza? C'est normal, ça n'existe pas en France. Des plans tout de suite, une volcano pizza. Get ready for an On va montrer un peu la ville avant quand même, c'est joli. Non, la volcano pizza. eruption of flavor. More cheese in a hot liquid center. More flavor and an all-new dipping experience. C'était censé être un prix de chef. Ouais, vraiment. Elle est très déçue de la volcano pizza, franchement surcoté. J'avais mis toutes mes espérances dans cette volcano pizza et au final c'est juste tu bouffes du cheddar, un peu déçu. Donc bon, heureusement qu'on a acheté des parapluies, ça m'a remonté le moral. Ça n'a aucun lien. Salut et bienvenue sur cette vidéo qui te permettra d'en savoir un peu plus, voire beaucoup plus, sur le Sri Lanka sans te griller le toast. Moi, c'est Tartine, d'où cet incroyable jeu de mots, et on est parti visiter le Sri Lanka durant 2 semaines avec Tostinette. Bon, pour commencer cette vidéo et pour que tu aies quelques bases sur ce pays, je vais te présenter le Sri Lanka en 2 minutes chrono si ça te va. C'est une question rhétorique bien évidemment car tu ne peux pas me répondre. Enfin, sauf si j'invoque mon ultime technique d'engagement. Donne-moi ta réponse en commentaire. Je continue la vidéo ou pas? Je lirai tous les commentaires. Bref, l'objectif ici c'est de mêler terrain et info afin d'apprendre en s'amusant. Allez, 3, 2, 1, chrono, c'est parti mon pain de mie. Pour commencer en douceur, nous, on est là. Enfin moi en tout cas. Et le Sri Lanka, c'est juste ici. C'est une île de l'océan Indien située à environ 30 km au sud-est de l'Inde. Niveau superficie, elle fait 65 000 km², soit environ la taille de l'Irlande. Bon, je suis d'accord, c'est pas très parlant, donc dis-toi juste que c'est environ 8 fois plus petit que la France. Concernant son nom, on l'a déjà vu, c'est roulement de tambour, le Sri Lanka. Mais seulement depuis 1972, avant c'était Ceylan. Et si cet ancien nom te dit quelque chose, c'est sûrement que t'as déjà dû voir le nom quelque part chez toi, que ce soit sur une boîte de thé, une boîte de cannelle ou autre, car les producteurs ont gardé ce nom qui est synonyme de qualité premium. On ira d'ailleurs visiter une usine à thé ensemble plus tard dans la vidéo. Et oui, là-bas, les usines ne croient plus en Dieu. C'est pour athée. C'est le... Voilà. Mais pourquoi ce choix de nom, le Sri Lanka? En fait, quand l'île est devenue une république en 1972, elle a voulu rompre avec son passé colonial. Elle a donc repris son nom d'origine, Lanka, que l'on retrouvait déjà dans la mythologie hindoue et dans les textes bouddhistes anciens. Ils y ont ajouté le préfixe Sri, qui signifie resplendissant ou sacré en sanskrit, qui est la langue ancienne de l'Inde. Sri Lanka, c'est donc littéralement l'île resplendissante. Mais au-delà du nom, c'est qui les Sri Lankais? Et pour faire simple, ils sont 22 millions à se partager l'île, répartis en 3 grands groupes. D'abord, il y a les Singalais, qui sont le groupe majoritaire, environ 75% de la population. Ils parlent le singalais et sont pour la plupart bouddhistes. Ensuite, on retrouve les Tamouls, ils représentent environ 15% des habitants et ils parlent le tamoul et sont majoritairement hindous. Et pour finir, il y a les Maures qui, quant à eux, sont principalement musulmans et les minorités qui regroupent aussi plusieurs cultures différentes. Donc en gros, il y a un peu de tout. Même si chaque groupe a sa propre langue et sa propre culture, l'anglais est très utilisé pour communiquer entre eux et bien sûr avec nous aussi. Ça aide quand même pas mal. Côté religion, il faut savoir que le Sri Lanka est un pays profondément spirituel où la religion rythme le quotidien. Donc le bouddhisme, c'est la religion dominante, comme on vient de voir, pratiquée par plus de 70% de la population. Mais l'île est un véritable melting pot, on y retrouve aussi une forte présence d'hindouisme, d'islam, de christianisme, etc., etc. Et voilà, 2 minutes chrono, mais on se retrouve très vite. Sri Lanka. Premier réveil à Colombo, nuit chiante, mais bon. Et en même temps, j'ai pas un hôtel. C'est un beau petit hôtel où nous entendons des gens frapper la nuit. Oui. Des feux d'artifice. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de couverture. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas de couverture, ça c'est chiant. Il n'y a rien en fait. Il y a des taches. Si, on a un ventilo. Si, il y a des taches. Ah oui, on a des taches aussi. Des taches partout sur l'île. Mais bref, on va visiter un petit marché avec un autre truc, je sais plus ce que c'est. Et après, on part chercher le tuk-tuk qu'on va utiliser pendant 10 jours. Et après, c'est enfin le début de cette aventure sri-lankaise. Et nous quittons les grandes villes pour partir à la conquête de la campagne. Et ça va être cool. Des explications d'un peu de Colombo, des explications de l'histoire de Colombo, des explications en voiture, voilà. Tout de suite, maintenant. Sri Lanka. Bon, on ne peut pas présenter le pays sans parler de Colombo. C'est la capitale économique et la plus grande ville de l'île. Mais attention, beaucoup font l'erreur, c'est pas la capitale. La capitale, elle est juste à côté et se nomme Sri Jayawardenepura Kotte.
Bon, il y a un petit indice sur pourquoi tout le monde préfère dire Colombo. Et petite coupure dans cette coupure, car c'est vraiment Inception dans cette vidéo, on va parler de l'histoire des capitales du Sri Lanka. Sache que c'est une véritable épopée qui s'étend sur plus de 2500 ans. Elle suit un mouvement global du nord vers le sud de l'île, principalement pour échapper aux invasions. Voici les grandes étapes de cette chronologie. En 1, on a Anuradhapura, qui entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 10e siècle était la capitale du Sri Lanka et c'est finalement celle qui a duré le plus longtemps. En 2, on a Polonnaruwa, qui entre 1055 et 1232 était la capitale. On ira d'ailleurs visiter plus tard dans cette vidéo les vestiges de cette ville qui sont vraiment impressionnants. Ensuite, on va accélérer un peu, sinon la vidéo va porter que sur ça. En 3, il y a Yapawa, qui est d'ailleurs magnifique et j'ai un peu le seum d'avoir découvert cette ville en faisant cette vidéo, mais je vous mets une image tout de suite. En 4, on a Gambola au 14e siècle. Ensuite, on a Kotte, qui est l'actuelle capitale, mais ça n'avait pas le même nom, c'était juste Kotte. Et ensuite, on se déplace à Kandy jusqu'au 19e siècle. Puis les Britanniques arrivent et désignent Colombo. Et au final, on revient à Sri Jayawardenepura Kotte, qui d'ailleurs, maintenant, je ne dirai plus que Kotte, car le nom complet est beaucoup trop surfait. Et non, je ne ferai pas ce pas de côté. D'ailleurs, le nom complet signifie Sainte Forteresse de la Transcendante Victoire. Ça claque, hein. Bref, pour en revenir à Colombo, visuellement, c'est un mélange de plein d'époques. Il y a du neuf, du vieux, du propre, du sale et surtout beaucoup de tuk-tuk qui nous ont d'ailleurs été très utiles en attendant notre propre calèche, car le prix au kilomètre s'élève à environ 120 roupies sri-lankaises, soit environ 30 centimes d'euros. T'as vu, tu en apprends tout le temps, même sans faire exprès, tu viens d'apprendre que la monnaie locale c'était la roupie sri-lankaise. Bon allez, on retourne sur place, je reviens plus tard te parler un peu de l'histoire du Sri Lanka, car tu commences à avoir quelques bases, là tu deviens un vrai petit local. Ah, on vient de finir cette petite visite de Colombo, c'était incroyable. On a pris un guide en fait, on voulait pas de guide au début parce qu'on s'est dit c'est relou, il nous oblige à aller là. Au final, meilleur choix ever, on est tombé sur un mec hyper cool. On nous expliquait toute l'histoire en même temps. Et là, on part chercher le tuk-tuk. Et du coup, j'ai essayé rapidement le tuk-tuk et en fait, les vitesses, c'est pas si simple. Du coup, il y a eu un peu une petite désillusion de oh putain, ça va être compliqué un peu. Je pense ouais, on verra bien. Bon allez, j'ai plus rien à dire. Ciao. Ça fait un échec. J'avais pas lu mes mails, il fallait envoyer son permis, son International License, pour avoir le permis sri lankais. Et comme un teubé, j'avais pas lu les mails. Et aujourd'hui on est dimanche, et dimanche c'est quoi? Le jour du Seigneur. Donc ça ne travaille pas, donc on ne peut pas faire mon permis. Du coup on perd une journée. Mais ce n'est pas grave, nous partons demain à 13h. Donc aujourd'hui c'est chill day, nous allons manger, boire... Mister. J'ai demandé sans piment. C'est vraiment le truc que j'ai vu dans tous les TikTok. Et évidemment, je l'ai absolument pas demandé. Il y a des piments dans tous les plats. Tostinette n'est pas bien du tout. Putain, là je vois des gros goûts en plus. Les bons Ah piments. par contre c'est bon. C'est bon. Mais la pique. Tu te forges une réputation. Ouais, c'est bon ça. Parce que dedans, vaut mieux pas savoir. Transition frappe. C'est bon, le road trip a officiellement commencé. Je suis officiellement un conducteur de tuk-tuker. Voici mon tableau de contrôle. Voici mon copilote. Et c'est parti. Pour quelle ville déjà? C'est parti pour cette ville juste ici. Hop, pour avoir une vision globale de notre road trip, tout est disponible sur tartinevoyage.fr. J'y ai décrit en détail tous les arrêts de notre road trip, donc si ça t'intéresse, le lien est en description ou via ce magnifique QR code. Et pour répondre au mois du passé, tu vas à Dambulla et concentre-toi sur la route, tu en as encore pour quelques heures avant d'arriver. Allez, courage. Bon, petit update, on s'est mangé une tempête et la nuit, donc comme début de conduite en tuk-tuk, on rentre dans le vif du sujet directement. Et putain, les phares ils sont nuls, on voit rien devant, du coup on est obligé de traquer des motos et on les suit et on ouvre la bâche là qui est là pour pouvoir voir la ligne blanche en bas, pour pouvoir se coller à la ligne blanche. Des fois t'as des mecs du coup qui doublent, ils arrivent, tu vois deux phares sur ta voie, tu te dis putain pour il est sur ma voie et là ça klaxonne dans tous les sens. C'est un peu moins marrant que 2 jours, mais je pense que c'est un coup à prendre. On arrive enfin dans 20 minutes. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est long. Et en plus, vu que je suis grand, là normalement vous voyez pas, je suis obligé de pencher ma tête. Et du coup, pendant 4 heures, j'ai la tête penchée, là, ça cogne dans le dos. Et putain, les bus vintage, là je vous mets une photo de ces bus là.
Quand ils te doublent, eux, ils ont pas le time. Du coup, t'as un monstre qui arrive devant toi qui fait des gros bam bam pour te prévenir qu'il arrive. Et tu le décales sur la gauche, c'est spécial. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette update tout cœur. Et on arrive enfin bientôt pour se reposer, pour manger et boire une bonne bière bien méritée. C'est un oui. Voici notre petite chambre de réconfort pour 24 € la nuit. Voici ce que vous pouvez trouver au Sri Lanka pour 24 € la nuit. Grand lit. C'est parce que la vue à Donne il fait nuit donc ah putain c'est abruti. Pas mal hein. Et pour 9 € la nuit tu peux aussi tomber sur ça. Il y a même 2 rouleaux de papier toilette. Et en plus, ils sont pas ouverts. C'est du luxe. Bon, si on est si heureux de trouver du papier toilette, c'est que là-bas, eux, ils utilisent une douchette de toilette. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que le PQ, il sert juste à essuyer l'eau à la fin, donc il y en a généralement très peu à disposition. Il devait donc y en avoir un qui devait se sacrifier pour la survie de la tribu, et c'est malheureusement tombé sur moi. J'ai vécu les toilettes comme un local durant ces 2 semaines, et franchement, je dois avouer que j'ai été convaincu à 100%. Rapide, simple, efficace, écologique, bref, tout pour plaire, et en plus, il permet de se divertir pendant la pause. Babylone. Bienvenue au Golden Temple. Bon, je parle pas fort parce qu'ils font la prière. On ne connaît absolument pas l'histoire de ce temple, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un énorme Bouddha juste ici, qui est le plus gros Bouddha dans cette position du monde. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça de terre. Mais derrière toi, là, tu vois cette tête qui dépasse. Regardez par rapport à la maison. Pouf, il est monstrueux. Donc on va aller visiter, on va regarder tout ça et je vais vous expliquer en voix off l'histoire de ça en vous mettant des images. Parce que je vais éviter de trop parler vu qu'il y en a pas mal qui sont en train de prier. Ça risque d'être assez mal vu et très gênant pour moi. C'est parti pour la voix off. Alors non, désolé de te décevoir, je vais pas te parler de l'histoire de ce temple comme je viens de te le dire, car à ce moment-là j'étais beaucoup trop emballé et émerveillé par tout ce que je voyais. Donc si je commence à te raconter l'histoire de chaque lieu, à chaque endroit, comme j'annonce, on va vraiment pas avancer sur cette vidéo. Donc pour cette dernière partie, on va juste s'attaquer aux bases niveau histoire en revenant au commencement du Sri Lanka. Allez, dernière petite concentration de ta part et de la mienne, car ça fait plusieurs semaines que je mange du Sri Lanka matin, midi et soir. Donc on va se laisser 3-4 minutes pour explorer tout ça et on finit cette vidéo en douceur avec un petit tuto comment conduire un tuk-tuk, ainsi que plusieurs spots plutôt sympas de l'île. Allez, c'est parti gros bâtard. C'est pour le jeu de mots avec le pain bien évidemment, je me permettrai pas, on n'est pas encore assez proche. L'histoire humaine au Sri Lanka elle commence il y a très longtemps, on parle de plusieurs centaines de milliers d'années, avec des traces d'occupation qui remontent jusqu'à 300 000 ans voire plus. Dans des grottes comme Belilena, les archéologues ont trouvé le reste de l'homme de Balangoda, l'un des premiers Homo sapiens de l'île. Ces populations vivaient déjà de chasse et de cueillette, maîtrisaient des outils en pierre et auraient même domestiqué des chiens pour la chasse. En parlant de chiens, c'est incroyable le nombre de chiens errants qu'on retrouve sur place quand on se balade. Les Vedas, qui sont un peuple autochtone encore présent aujourd'hui, sont considérés comme les descendants directs de ces premiers habitants. En s'approchant de notre ère, des vagues de peuplement venus de l'Inde façonnent le pays. La légende raconte que le prince Vijaya ou Vijaya, je sais pas comment on le prononce, fut banni de son pays et débarqua avec 700 compagnons au 5e siècle avant Jésus-Christ et fonda la première dynastie singalaise. Les Tamouls, quant à eux, venus du sud de l'Inde, sont arrivés un peu plus tard. Leur migration s'étale du 3e siècle avant Jésus-Christ au 12e siècle. Ces deux peuples formeront les grandes communautés ethniques de l'île. Donc on se rappelle ce qu'on a vu, Singalais majoritairement bouddhistes, Tamouls principalement hindous. Mais les Singalais n'ont pas toujours été bouddhistes. Le bouddhisme il est arrivé au Sri Lanka au 3e siècle avant notre ère, sous l'impulsion de l'empereur indien Asoka, qui envoie une mission dirigée par Mahinda. Mahinda rencontre le roi de l'époque qui se convertit directement au bouddhisme. Cette conversion royale joue un rôle clé dans l'expansion de cette religion. Grâce à ça, la nouvelle religion se diffuse progressivement dans tout le royaume. Les institutions majeures sont alors fondées comme le monastère du Mahavihara. Je me mets des balles dans le pied à mettre des noms comme ça dans mon script. Mahavihara. Et une bouture de l'arbre de la Bodhi est plantée à Anuradhapura, devenu un lieu sacré. Et là, c'est marrant car 3 semaines après ce voyage, je me suis pris d'une passion pour planter un arbre moi-même et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de planter un Ficus religiosa, ça ressemble à ça, et c'est le même arbre que cet arbre sacré. Mais non. Alors oui, on s'en fout complètement, mais je tenais à le dire, ça me fait plaisir. Bref, pendant des siècles, le Sri Lanka alterne entre royaume singalais et royaume tamoul, parfois en paix, parfois beaucoup moins. On a parlé des Singalais, des Tamouls, et dans tout ça, il ne faut pas oublier les morts.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne viennent pas d'Afrique, ce sont des descendants de marchands arabes musulmans arrivés entre le XIIIe et le XVe siècle pour le commerce dans l'océan Indien. Bon là on arrive au moment où les occidentaux rentrent dans la partie et là ça va un peu tout bouleverser. En 1505, un navire portugais aborde à Colombo, c'est le début de 150 ans d'influence portugaise sur la côte ouest. Les Portugais y construisent des forts, à Colombo et à Galles par exemple, et y introduisent le christianisme. En 1658, c'est au tour des Néerlandais. C'est le moment où la capitale était à Kandy car c'était un peu la merde et les Sri Lankais fuyaient à tout prix les Portugais qui, eux, contrôlaient le littoral. Donc alliance stratégique entre les Néerlandais et les Sri Lankais pour mettre dehors les Portugais. Comme on dit, l'ennemi mon ennemi est mon ami. En revanche, une fois que les Portugais étaient dehors, les Néerlandais n'ont pas rendu le territoire comme prévu et ils sont restés quoi. Donc en 1796, c'est au tour des Britanniques de prendre possession de l'île en chassant les Néerlandais, donc c'est chacun son tour. En revanche, leur objectif à eux, ce n'est pas de contrôler que le littoral, mais toute l'île. Et ironie de l'histoire, ce sont aussi des chefs singalais en rupture avec leur propre roi qui vont aider les Britanniques à faire tomber Kandy en 1815. Encore une fois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce move il marque la fin de l'indépendance des royaumes locaux car Ceylan devient officiellement une colonie britannique. Une fois les Britanniques bien installés, ils vont commencer à exploiter le terrain. Et étonnamment avant leur arrivée, le Sri Lanka ne produisait pas de thé. Ce sont les Britanniques qui ont transformé l'île en géant mondial du thé. Et cette influence britannique, on la voit encore très concrètement aujourd'hui. Un très bon exemple, c'est Nuwara qu'on surnomme Little England. Les Britanniques y ont installé une station de montagne au 19e siècle, attirés par le climat plus frais, parfait pour le thé et pour eux aussi. On s'y est rendu dans cette ville et on peut encore apercevoir cette architecture coloniale à base de maisons à colombage, jardins bien taillés, terrains de golf, bref une ambiance très anglaise. Bon d'ailleurs j'ai parlé de thé au début et je t'ai dit qu'on y reviendrait. Est-ce que c'est pas le bon moment de faire une coupure histoire pour vous parler de cette industrie? Et d'ailleurs est-ce que ce serait pas plutôt à Timothy d'en parler? On l'a pas revu depuis l'île de la Réunion celui-là. Et Timothy, t'es là? Bien évidemment, mais j'avais plus d'enthousiasme pour venir sur scène. Ok, tu veux quoi? De ta part, rien du tout, c'est entre lui et moi. Oui, toi qui m'écoutes, et maintenant toi qui admires mes rondeurs. Si tu veux tout savoir sur le thé, il faut m'acclamer. Right? Ok, let's go. Quand je dis tea, tu dis mot tea. 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 Ok, anyway, je n'entends rien, tu n'es vraiment pas le pudding le mieux cuit du quartier. Bref, le thé, je n'étais pas là quand ils ont visité l'usine il y a 2 mois, depuis le tournage de cette vidéo, et en réalité, il me demande de prendre la parole car il a oublié ce que la dame lui racontait. Bref, tout ce que je peux te dire, pour ne pas te raconter du caca, c'est que tout est récolté à la main sur place. Je peux aussi te dire que le Sri Lanka est le 4e plus gros producteur de thé au monde, derrière la Chine, puis l'Inde, puis le Kenya. Voilà, tu feras avec ça, ça reste entre nous bien évidemment. Je ne veux pas perdre mon cachet de diga. Hey, The Lost Toasts. Ouais, toi t'as été hyper rapide, c'est bon, ils sont en collab sur le thé? Ah ça je ne sais pas. Demande-leur en commentaire. Merci Timothy, reprenons notre histoire. Donc après cette période coloniale, le pays a cessé officiellement d'être dominé en 1948. Ceylan a obtenu son indépendance et intègre le Commonwealth. Après cette date, dans un premier temps, ils ont maintenu la reine d'Angleterre comme chef d'État. Ils ont aussi pris la décision de changer les institutions pour refléter la majorité singalaise. Par exemple, en 1956, le gouvernement introduit la loi dite, comme c'est écrit sur l'écran, faisant du singalais la seule langue officielle. Tu t'en doutes, ce choix n'a pas plu à tout le monde du tout et a donc provoqué un sentiment d'exclusion par exemple chez les Tamouls. Résultat, entre 1983 à 2009, le pays entre en guerre civile. D'un côté, les Tigres tamouls, un mouvement séparatiste voulant créer un état tamoul indépendant au nord et à l'est du pays, et de l'autre, le gouvernement sri-lankais. En mai 2009, l'armée écrase définitivement les Tigres tamouls. On estime que ce conflit a fait environ 80 000 morts. Il est intéressant de noter qu'aucun accord politique n'a été signé à la fin du conflit, ils se sont juste fait décimer. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'espère que tu as bien suivi et que ça t'a intéressé. Bon, on retourne sur place, petit tuto tuk-tuk pour revenir en douceur. C'est parti, let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto comment conduire un tuk-tuk. C'est très simple, plus simple qu'il n'y paraît. Là, embrayage, 4 vitesses, tu tournes comme ça, bam 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 bam. La une en haut, les 3 autres, plaque, tu pousses vers le bas. Démonstration. Je passe la première, je passe la deuxième, je passe la troisième, et tu relâches comme un frein d'embrayage, tu joues avec l'embrayage comme une voiture. Le point mort il se situe entre la première et la deuxième. Ensuite pour démarrer, tu as la clé ici. Là, le pied c'est le frein,
Et ça, c'est l'accélérateur. Donc c'est un mix de vélo, de scooter et de voiture. Tout simplement, après, tu démarres. L'accélération, là, on voit qu'on est en point mort. Paf, on passe la première. Et là, on joue avec l'embrayage comme une voiture. Salut! Je suis rapide. C'est monstrueux cet endroit, genre ça ne s'arrête jamais. Peu importe où tu vas, il y a des trucs. Là on est devant la gros bâtiment. Et genre ça typiquement, ça là, pour cet endroit c'est nul. Genre ça là, c'est nul. Genre c'est le décor. Il y a des énormes structures entourées de plein de petites. Et ça n'en finit littéralement jamais. On prend le tuk-tuk on doit prendre le tuk-tuk pour passer de point en point. Et c'est comme si vraiment tu traversais une ville et que dans cette ville il y avait plein de mini-monuments, de mini-maisons, de vestiges dans tous les sens. Et personne n'y prête attention parce qu'il y a tellement de gros trucs que les petits trucs qui pourtant sont quand même incroyables passent inaperçus. C'est vraiment une dinguerie. Et en plus maintenant vous connaissez l'histoire. Donc franchement si vous y allez, ratez pas cet endroit.